Bonsoir tout le monde. Alors on va commencer du coup la suite de la formation. Bon, ce soir je préviens, c'est vraiment débutant. Je vous avais prévenu ce week-end que ceux qui sont pas débutants, ça sert à rien de venir ce soir. Bon, vous allez peut-être apprendre deux petits trucs, mais c'est tout. Allez, donc on commence par le plan du cours. On va parler aujourd'hui de la lecture graphique, c'est-à-dire en gros, comment on pourrait lire et comprendre un graphique boursier, puisque jusqu'à maintenant on a beaucoup parlé de théorie et d'introduction. Donc là, on va commencer par entrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler du temps, parce que la plupart du temps, les représentations graphiques sont faites en fonction du temps. Et on verra à la fin, bien évidemment, qu'il y a aussi d'autres types de représentations graphiques qui ne dépendent pas du temps. Ensuite, on va parler surtout des chandeliers aujourd'hui, puisque ça reste un peu la base de la lecture graphique, en tout cas de la représentation graphique. On parlera des volumes également, donc quelles informations peut-on tirer des volumes? Et ça sera suffisant déjà pour ce soir. Alors on va commencer par la notion de temps. Donc traditionnellement, le prix est représenté en fonction du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toutes les X heures, toutes les X minutes, toutes les X secondes, bref, toutes les X temps, on va faire une mise au point. Donc par exemple, là je vous ai fait un graphique qui est gradué toutes les heures. Donc toutes les heures, on fait un point pour savoir à quel prix on est actuellement. Donc ici, je vous ai fait un point par heure. Donc en gros, il y a 5 points. Alors pour que tout le monde comprenne bien le vocabulaire pour tout ce qui est plateforme de trading, etc., un point, c'est une unité. C'est-à-dire que des fois, quand vous avez... Donc une unité, c'est ça. Hein. Donc quand vous avez sur votre plateforme de votre plateforme de trading ou votre plateforme d'analyse, il y a marqué en haut, à droite ou à gauche ou au milieu, peu importe, le nombre d'unités, ça veut dire le nombre d'unités affichées sur votre graphique. Donc là, par exemple, sur mon graphique, il y a 5 unités d'affichées. OK? Une période, c'est également, ici, en gros, il y a 5 périodes affichées. D'accord? La période ici de mon graphique, c'est 1 heure parce qu'il y a une bougie toutes les heures. Et donc, c'est 60 minutes de cotation. D'accord? Donc, la période du graphique, c'est la durée qui sépare 2 points. Et le nombre d'unités, c'est le nombre de points qui sont affichés sur mon graphique. En général, on parlera du coup d'unités et de période. Quand on vous demande quelle est la période de ton graphique, on sous-entend quelle est la distance en temporelle entre 2 points. C'est OK pour tout le monde? Bon, pas très compliqué, hein? Voilà, ensuite on relie les points entre eux et on obtient une courbe. Alors, on l'a vu la semaine dernière là, avec la notion de fractal, on peut zoomer en fait à l'infini sur un mouvement et en fait on peut faire la même chose avec le temps parce que la notion de zoomer, c'est pas zoomer et regarder à la loupe. En fait, c'est regarder avec plus de détails, plus d'informations. Donc par exemple, précédemment, on avait un graphique qui était dans d'une période de 1 heure. Là maintenant, c'est un graphique avec une période d'une demi-heure. Donc j'ai rajouté un point en fait toutes les 30 minutes. Globalement, on a le même mouvement. Hein. On démarre toujours au même endroit à 9 heures et on arrive toujours au même endroit à 13 heures. Mais on voit un peu plus de détails. Le problème que l'on avait tout à l'heure, c'est que entre mes deux points rouges, je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Là, en rajoutant le 30 minutes, je sais plus ou moins ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je sais que pendant la première demi-heure, on a chuté et qu'après, on est redescendu. Donc le fait de regarder une unité de temps inférieure, qu'est-ce que ça me permet? C'est la première chose à retenir, c'est que ça me permet d'avoir plus d'informations, plus de détails sur ce qui s'est réellement passé pendant cette période de temps. Et on verra ô combien c'est important pour le placement du stop loss, oups, j'étais un peu trop vite, les supports résistance, etc., etc. Donc bien évidemment, on peut descendre ça à l'infini. Hein. On peut regarder le 1 minute, le 1 seconde, le macro-seconde, etc., etc. Alors après, il faut que la plateforme le permette. C'est-à-dire que pas toutes les plateformes ne proposent des unités de temps par défaut. C'est vrai qu'en général, la plupart des plateformes de trading vont vous proposer le M1, donc c'est du 1 minute, le M5, c'est du 5 minutes, le M30, c'est du 30 minutes, le H1, c'est du 1 heure, le H4 du 4 heures, le D1 du journalier, donc chaque point représente une journée, le W1, c'est de l'hebdomadaire, et le encore M1, mais cette fois-ci, c'est le mensuel. Il y a aussi le trimestriel, l'annuel, etc. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de regarder des graphiques mensuels, trimestriels et annuels. C'est vrai qu'en général, on va plutôt regarder des graphiques des petites unités de temps.
Et pourtant, ça aide pas mal. Alors, c'est pas vraiment fini la grippe, mais on va dire que ça se calme. Donc, on appelle ça les unités de temps, hein. Donc, le zoom est infini. Il n'y a que la plateforme de trading que vous utilisez qui peut en fait limiter le zoom dans le temps. Donc, on l'a vu, hein, comme on a dit dans les cours précédents, le marché est fractal, on peut zoomer à l'infini. Donc là, je vais vous représenter le même mouvement sur 3 unités de temps. Donc, la première unité de temps, c'est le 4 heures. La deuxième unité de temps, c'est le 15 minutes. Et la dernière unité de temps, c'est le 1 minute. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ça se voit beaucoup sur le H4. Chaque point est relié par une droite. J'ai fait la même chose en 15 minutes et la même chose en 1 minute. Alors on remarque que c'est le même mouvement, hein, globalement, on démarre là, on s'arrête là. C'est la même forme, hein, ça monte, ça fait un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça monte, ça descend, ça monte, voilà, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et puis pareil sur le M1, donc ça montait comme ça descendait, voilà. Sauf que c'est vrai qu'il y a plus d'informations quand on regarde le M1, quand on regarde le M15, plutôt que lorsque l'on regarde que le 4 heures. Donc, comme j'ai dit, le premier avantage d'avoir des unités de temps plus petites, c'est de savoir ce qui s'est passé exactement dans des zones de prix. Par exemple, en 4 heures, je me demanderais, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vois qu'il y a un marché qui a fait trois petits pics. Bah, si je vais regarder le détail, je vais voir en M1, en fait, ce que sont ces trois petits pics. OK? Alors, afficher plusieurs unités de temps en même temps permet de toujours garder une vision globale. Globale parce que on a en gros ce qu'on dit, on pourrait dire la photo complète, et puis on a vraiment le détail du mouvement. Alors, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut regarder les choses. Aller dans ce sens-là, donc de la gauche vers la droite, ça nous permet de comprendre ce qui se passe ici, ce qui se passe en 4 heures. Par exemple, lorsque je vois les trois petits pics ici, je vais regarder le détail en M1 par exemple pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Mais ça va pas m'aider à trader. En fait, le schéma de lecture doit être inverse. On doit tout le temps regarder plus haut. OK? C'est-à-dire qu'en fait, si on trade, par exemple, si on décide de trader le M1, il faut qu'on regarde les unités de temps supérieures. D'accord? C'est pas si je trade le H4, je vais regarder les plus petites unités de temps. On va le faire, mais que pour placer, par exemple, des stop-loss précisément, ou pour essayer des fois d'anticiper. On en a parlé dans le cours de vendredi sur l'anticipation des cycles. Donc, bien évidemment, les cycles, on va les représenter avec le temps. Donc, on regardera des petites unités de temps pour anticiper tout ça. Mais en général, la lecture se fait plutôt de droite vers la gauche, de la plus petite unité de temps vers la plus grande. Alors, on appelle ça le multi-unité de temps ou le multi-time frame en anglais. Alors, l'erreur la plus basique, que ce soit en analyse ou en trading, c'est justement de ne regarder que une seule unité de temps. Bien souvent, quand j'ai quelqu'un au téléphone ou qu'on parle un peu de trading, on parle un peu de la manière dont les gens tradent, et souvent, vous êtes mono-unité de temps. Donc le problème, alors on en parlera après d'éthique, le problème c'est que à force de regarder qu'une seule unité de temps, vous avez ce que j'appelle la tête dans le guidon. Pourquoi? Imaginez en fait que vous soyez donc un soldat, ou pour ceux qui jouent aux jeux vidéo stratégiques, style jeux de guerre, etc. Imaginez, voilà, vous êtes sur le terrain, vous voyez pas trop ce qui se passe, vous voyez juste ce qui se passe devant vous. Donc vous pouvez prendre des décisions qu'avec ce que vous voyez. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un de vos potes avec un talkie-walkie qui est sur une colline, qui lui par contre voit tout ce qui se passe. Il voit là où sont les autres troupes, il voit là où est le relief, etc., etc. Les unités de temps, c'est pareil. Quand on regarde qu'une seule unité de temps, vous êtes le soldat qui voit rien de plus que ce qu'il a au bout de son nez. Quand on ne regarde qu'une seule unité de temps, on ne peut pas voir bien loin. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Donc dès aujourd'hui, la prochaine fois que vous ouvrirez un graphique, ouvrez-en toujours deux. Il faut tout le temps au minimum 2 unités de temps. Si vous ouvrez un graphique 5 minutes, ouvrez un graphique par exemple M30, H1 ou H4 à côté. Si vous ouvrez un graphique 4 heures, ouvrez un graphique journalier ou hebdomadaire, donc weekly à côté. Ok, commencez déjà dès le début à prendre des premiers réflexes, qui est de toujours regarder au minimum 2 graphiques et donc 2 unités de temps. Alors, on va parler maintenant des chandeliers japonais. Alors, le chandelier japonais, c'est un modèle de représentation graphique qui est très utile parce qu'il permet en fait, et c'est là où c'est intéressant, de résumer ce qui s'est passé dans un mouvement.
Alors, imaginons un mouvement qui ressemble à ça. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un chandelier japonais est fait avec 4 données. Donc, sur une période considérée, imaginons que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un graphique qui allait de 9 heures à 13 heures. Donc, ça fait 5 heures. Donc, imaginons que l'on prenne un mouvement sur 5 heures et qu'on veuille afficher le chandelier japonais 5 heures. C'est-à-dire un chandelier japonais qui résume un mouvement de 5 heures. Donc, on prendrait le début, qui serait par exemple ici. Donc, imaginons que là, il soit 9 heures du matin. On prendrait la fin, donc 13 heures. Donc, ce serait la clôture. Et ensuite, on va s'intéresser au plus haut de la période, c'est-à-dire au plus haut qui sépare l'ouverture et la clôture, et au plus bas. Donc, on a 4 données, ce qui nous fait le corps du chandelier, qu'on appelle également bougie, donc le corps de la bougie, et les extrêmes, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas. Donc, cette représentation graphique ici, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle est rouge. Ça veut dire que le marché a baissé entre l'ouverture qui est ici et la fermeture. C'est la première information. La deuxième information, c'est les extrêmes. On sait que pendant la période, on est monté jusque là-haut, qu'on est descendu jusque là-haut. On sait que là, c'était 9 heures. Ici, c'était 13 heures. Par contre, on ne sait pas exactement quand a été fait le plus bas, ni quand a été fait le plus haut. Et on ne sait pas non plus dans quel sens ça s'est fait. Bon, là, vous avez un tracé qui est fait à gauche, mais en fait, on ne sait pas si d'abord on a chuté tout en bas, après on est remonté, après on est redescendu, tout ça, on ne le sait pas. Quand on regarde juste un chandelier japonais, la seule chose que l'on peut savoir, c'est l'ouverture et la fermeture et les extrêmes dans la période. Alors c'est une très bonne question, Azulina. Si on peut prendre n'importe quelle unité de temps et regarder une autre unité de temps. Alors moi j'aime bien respecter un certain ratio. Quand je regarde 2 unités de temps sur le forex, alors je précise bien sur le forex, parce qu'on fait pas pareil sur les devises, les indices, pardon. J'aime bien utiliser des ratios qui vont de 4 à 6. Ça veut dire que si je regarde un graphique 5 minutes, minimum, mon graphique supérieur sera de 5 fois 6 égale 30 minutes. Si je regarde un graphique 1 heure, le graphique supérieur sera le 1 fois 6, 6 heures. Si je regarde le graphique 4 heures, 4 fois 6, 24, je regarderai le graphique journalier. Si je regarde un graphique journalier, 1 fois 6, 6 jours, bon, bah, j'irai voir un graphique weekly. C'est 5 jours. OK? Si je regarde un graphique mensuel, un graphique hebdomadaire, pardon, j'irai voir le mensuel. Parce que c'est à peu près 4 fois et demi, 5 fois entre le mensuel et l'hebdomadaire. OK? Si je regarde un graphique M1, j'irai voir le M5. Donc j'ai toujours de respecter un ratio de 4, 5, 6 entre les unités de temps sur le Forex. Et sur les indices, Louis-Alexandre, je vais avoir un pas qui est beaucoup plus élevé. Donc ce serait plutôt journalier H1, donc un pas de 24, et H1, on va dire M5 ou M1. Donc un pas qui est pas aussi important. En gros, c'est soit un pas de 60, soit un pas du coup de combien entre le H1 et le M5 12. Donc soit un pas de 12. Mais voilà, c'est des pas qui sont beaucoup plus élevés. Du coup, par exemple, sur ce mouvement, le chandelier japonais ressemblerait à ça. On ouvre ici, on ferme ici, donc plus haut que l'ouverture, donc cette fois-ci le chandelier sera vert. Le plus haut de la période, il est là-haut, Le plus bas, il est ici. Avec ce type de mouvement, on a un plus bas qui est mélangé au prix d'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de petite mèche en dessous, on n'a rien du tout. On a un gros corps vert et puis on a une petite mèche au-dessus. On appelle ça aussi les ombres, les machins, les ci, les là, etc. Ça peut aussi ressembler à ça, un chandelier japonais. En fait, vous avez toutes les formes possibles et inimaginables. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une ouverture avec une très grande baisse, puis tout d'un coup un énorme revirement, une très grande hausse, et donc on aurait quand même une hausse, hein. L'ouverture est plus basse que la clôture. Cette fois-ci, c'est le plus haut qui est mélangé à la clôture, donc on n'a pas de mèche supérieure. Par contre, on a une immense mèche inférieure. Alors pourquoi je vous montre différents types de chandeliers japonais? Pour que vous compreniez bien cette histoire de résumé. Un chandelier résume l'histoire d'un mouvement. Quand vous voyez un chandelier qui ressemble à ça, encore une fois, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Par contre, ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'à un moment donné, on était là, et il y a eu une gigantesque montée, alors qu'avant, il y avait eu une gigantesque baisse. Donc c'est une information qui peut être intéressante. Là, à brûle-pourpoint, vous voyez un chandelier japonais comme ça,
vous dites, tiens, il y a eu une grosse réaction sur un niveau où, en tout cas, il y a une grosse poussée haussière qui est en train de se mettre en place. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important. Là, par exemple, quand on voit un chandelier comme ça, on sait qu'il y a eu une grosse poussée. Quand on voit un chandelier comme ça, on pense plutôt à de l'indécision. Pourquoi? Parce que finalement, on voit que le corps, il est petit, on est monté, on est descendu, mais finalement, on n'a pas fait grand-chose. Donc, c'est pour ça que les chandeliers sont intéressants, parce qu'ils vont résumer une information qui va nous servir pour soit des plans de trading, soit des setups de trading, par exemple. Donc, puisqu'un chandelier résume un mouvement sur une unité de temps qui est plus petite, il va symboliser une situation. Et c'est ça qui est important. Il va symboliser une situation d'hésitation, de mouvement franc, de poussée baissière, de poussée haussière, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, vous avez quelques types de chandeliers japonais parmi les plus classiques. Alors, chacun ont des noms assez mignons, assez poétiques. Les marabouzous, les trucs, les pendus de je ne sais pas quoi. En fait, c'est pour un peu faire le folklore japonais avec leurs noms super sympas. Maintenant, on s'en fout des noms. Il y a le marteau, le truc, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est que il y a des chandeliers qui représentent la vigueur d'un mouvement. Il y a des chandeliers qui représentent une hésitation dans le mouvement, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça stagne, finalement, pas grand-chose de nouveau par rapport à l'ouverture. Si c'est un chandelier journalier, c'est-à-dire qu'en gros, on a ouvert ici à minuit, on ferme ici à minuit, et pendant la journée, on montait, on est descendu, on est remonté. Bon, on n'a pas fait grand-chose, d'accord? Donc, essayez de déjà commencer à penser à ça. Un premier exercice que vous pourriez faire, c'est d'ouvrir vos graphiques, les mettre en chandelier japonais, et déjà de commencer à repérer les différents types de chandeliers japonais et de regarder sur une plus petite unité de temps, tiens, à quoi ça correspond à ce chandelier japonais? Je vois une grande hausse, à quoi ça correspond? Un excellent exercice d'observation que je vous demanderai de faire si vous voulez développer votre acuité visuelle, c'est de regarder des graphiques sur des petites unités de temps et de dessiner vous-même des chandeliers. Vous prenez un outil de tracé, rectangle ou paint, et essayez de vous entraîner à représenter les chandeliers japonais, c'est-à-dire à résumer les mouvements que vous voyez. C'est un bon exercice pour commencer à bien comprendre, à se repérer dans l'espace, etc. Alors, les chandeliers, ils représentent quelque chose, mais quand on met des chandeliers les uns à côté de l'autre, ils représentent également d'autres choses. En fait, un chandelier, on l'a vu, résume un mouvement. Par exemple, ce chandelier-là, on appelle ça un pendu ou un marteau, ou peu importe comment vous appelez ça, il représente un mouvement qui plus ou moins ressemble à ça. C'est en général un mouvement de baisse et ensuite un mouvement de hausse. D'accord? Maintenant, si on met des chandeliers les uns à la suite des autres, eh ben des fois on a ce qu'on appelle des configurations, des figures en chandelier japonais, qui elles aussi portent des noms fort bien poétiques. Étoile du matin, femme enceinte, la Valente, les trois corbeaux, les trois soldats, les tours, je ne sais pas trop quoi. Si ça vous intéresse, vous tapez sur Google Nissan chandelier japonais ou Francis Baron chandelier japonais. C'est pas très utile, mais voilà, au moins vous pourrez connaître toutes les différents mots et noms que l'on donne aux configurations en chandelier. Pourquoi je dis que c'est pas forcément utile? Parce qu'en fait, encore une fois, si on utilise la logique, on n'a pas besoin de lire un bouquin de 12 000 pages pour savoir ce que les chandeliers représentent. Hein, quand vous voyez ça, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin de Nissan pour comprendre que c'est descendu, puis après c'est monté. Donc sous-entendu, ça signifie qu'il y a d'abord eu une baisse, ensuite une énorme prise de bénéfice ou tout d'un coup une énorme rentrée sur le marché et un mouvement qui a fait tout simplement l'inverse. Donc, quand vous voyez ça, vous sentez la puissance quand même de la hausse. D'accord? Alors, les configurations chandeliers japonais, c'est quand on met différents chandeliers japonais les uns à la suite des autres. Donc, par exemple, ce mouvement-là, on avait dit, imaginons que c'est un mouvement qui représente 6 heures, d'accord? Imaginons que là, le matin, il soit 10 heures du matin, et que là, il soit 16 heures. OK? Donc ici, on a un chandelier d'une période de 6 heures. OK? Qu'est-ce qui se passerait si on allait zoomer dans ce chandelier? C'est-à-dire qu'on allait regarder un peu plus en détail. On va faire 3 chandeliers. Voilà. Et voilà. Donc là, on a 3 chandeliers. On a d'abord un chandelier baissier qui représente la première inverse. Alors, on ouvre ici. On clôture ici. Le plus haut entre mes deux points bleus, il est là. Donc, j'ai une mèche supérieure qui est là. Ici, pareil, on ouvre ici.
on ferme plus haut, donc mon chandelier est vert. Entre mes deux points bleus, le plus haut, il est là, et le plus bas, il est là. Ok, donc j'ai 3 chandeliers japonais. Alors cette configuration, on appelle ça l'étoile du matin ou l'étoile du soir en fonction de si elle est en bas, donc c'est l'étoile du matin, ou si elle est en haut, donc c'est l'étoile du soir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étoile du soir ou du matin? Ben, ça résume un ensemble de situations. Regardez, il y a d'abord une baisse, ensuite il y a une sorte de stagnation, et ensuite il y a une hausse. C'est-à-dire qu'en gros, le mouvement a chuté, a fait une petite pause et est remonté. C'est ce que l'on appelle un retournement de tendance. On a vu les tendances, grosso modo, vendredi. Donc, bah, quand on passe d'une tendance baissière à une tendance plus ou moins neutre et ensuite à une tendance haussière, c'est un retournement, enfin ça fait partie des retournements de tendance. Et bah, les étoiles du matin et du soir font partie de la catégorie des figures de chandelier japonais qui permettent de résumer avec juste 3 petits carrés un retournement de tendance. D'accord? Ça veut dire que, regardez, cette bougie rouge représente une tendance baissière. Donc essayez de toujours vous dire que un chandelier japonais représente une tendance sur une unité de temps inférieure. Donc par exemple, un chandelier japonais rouge 4 heures représente une tendance baissière en M30 ou en 45 minutes par exemple. Un chandelier vert journalier représente une tendance haussière 4 heures. Ok? C'est important de faire à chaque fois la liaison. Mais également, cette gigantesque mèche, étant donné que cette mèche, on peut la décomposer en ces 3 chandeliers-là, ben on sait que des gigantesques mèches représentent des tendances. C'est-à-dire que ce grand trait noir, si c'est une bougie 6 heures, ben je sais que par exemple, sur du 1 heure, ce sont 2 belles tendances. D'abord, une très belle tendance baissière, et ensuite une très belle tendance haussière. D'accord? Quand vous voyez un chandelier, ne voyez pas qu'un chandelier. Dites-vous que, n'oubliez pas, ça résume ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Comment repérer une étoile du matin, une étoile du soir? Bon, en général, c'est 3 chandeliers, mais ça peut être un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 gros chandeliers, en général, qui représentent quoi, du coup? Eh bien, sur une unité de temps inférieure, ce chandelier vert représente une tendance haussière, et ce chandelier rouge représente une tendance baissière. Et il faut, au milieu, ce qu'on appelle un chandelier d'indécision. Donc, un chandelier d'indécision, c'est en fait un petit corps avec des grandes mèches. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pendant la période considérée, mais qu'on a quand même pas mal méché, quoi. On est monté, descendu, etc., etc. Donc ça, c'est un chandelier, ça, c'était une étoile du soir, parce qu'elle est en haut. Ça peut être une étoile du matin si elle était en bas. Ok, donc ça, c'est la première configuration en chandelier pour laquelle vous devriez vous former à la repérer. Alors, vous faites quoi? Vous prenez un graphique, j'ai pris un graphique au hasard, c'est un graphique d'aujourd'hui, et vous allez tenter de les repérer. Alors après coup, c'est facile. C'est un poil plus compliqué en temps réel, mais pas plus que ça. Ça demande juste un peu de pratique. Donc là, vous en avez une ici. Alors vous voyez que c'est beaucoup moins joli que sur PowerPoint. Regardez. Vous avez ici une belle bougie rouge, ici une belle bougie verte, et au milieu, une bougie d'indécision. Vous en avez également une ici, qui est un peu plus dégueulasse. Regardez, vous avez une bougie verte, ensuite une bougie rouge et puis une bougie avec une grande mèche, et enfin une bougie rouge. Vous en avez une ici qui est un peu plus belle. Vous avez une belle baisse, une indécision et une bougie verte. Et ainsi de suite. Ici, vous en avez une. Ici. Ici, elle est très belle. Vous en avez une ici qui est un peu plus trisomique. Ça baisse, après ça fait une petite verte, une rouge, et puis après ça va faire regarder. Là, celle-là, elle est constituée de une rouge et une verte, et entre-temps, pas mal de chandeliers d'indécision. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça va pas forcément nous servir à prendre un trade. Bon, ça peut être une des opportunités de trade que l'on peut trader. Nous, on va l'utiliser dans 2 cas. On va l'utiliser pour des entrées sur des supports aux résistances. On étudiera ça cette semaine, n'oubliez pas. Et également pour faire des plans. Et ça, on étudiera également les plans de trading dans 1 semaine et demie. Donc, on reviendra sur ces configurations en chandelier lorsque l'on étudiera les plans. Alors, l'autre configuration qui est intéressante, c'est les configurations des avalantes.
Donc, tout comme les étoiles, les avalantes vont résumer une situation de retournement sur l'unité de temps inférieure. Alors regardez, bon, tiens, j'ai mal fait là, entre ces deux points, ah bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez le chandelier japonais qui représente toujours pareil, par exemple 6 heures. Et là, vous avez 3 chandeliers japonais qui à chacun représentent 2 heures. 2 heures ici, 2 heures là et 2 heures là. D'accord? Regardez, on a bien ici une rouge qui représente ce petit mouvement-là. Ensuite, on a une grande bougie verte qui d'abord va descendre et ensuite va remonter. Et puis ensuite, on en a une petite ici, mais elle ne nous intéresse pas puisque la valente, en fait, ça se fait sur 2 bougies. Donc c'est une bougie verte et juste après, ou 2 bougies après, une grande bougie rouge dont la particularité est qu'elle casse. Donc c'est-à-dire elle clôture en dessous de ce plus bas-là. Alors, idéalement, il faudrait qu'en plus, la mèche supérieure soit plus grande. On dit avalante parce que la bougie précédente est complètement avalée. Pourquoi c'est une situation de retournement? Ben, regardez, vous avez une tendance haussière, c'est donc le marché qui est représenté par la bougie verte. Ensuite, qu'est-ce que nous dit la mèche noire? Elle nous dit que la tendance haussière s'est poursuivie jusque là-haut. Par contre, ensuite, il y a eu un énorme retournement et on est chuté jusqu'à complètement casser les niveaux qui avaient été enregistrés lors de la précédente période. Alors, il faut bien comprendre que les chandeliers japonais ont été à la base créés pour étudier les marchés il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, marché du riz. Et bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de M1 ni de M5. C'était une cotation à la semaine, une cotation au mois, tout au plus une cotation à la journée. Donc toutes les figures qui ont été mises ensuite en évidence et qui effectivement représentent des situations sur des unités de temps inférieures, elles ont plutôt été créées pour le journalier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, notamment dans le cas de la valente, qu'est-ce que c'est en fait qu'une mèche? Une mèche, on peut dire que c'est un prix de rejet. C'est-à-dire qu'en gros, le marché est monté jusqu'à un niveau, ce qu'on appellerait donc une résistance, on les définira demain, et il a été rejeté. Donc bien évidemment, quand ça se passe pendant une journée, c'est important parce que tout le monde va avoir le même prix rejeté. Donc, tout le monde entier, tout le monde aura le même prix rejeté sur le DAX, sur le CAC 40, sur telle ou telle action. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est le plus haut de la veille. Ça, il y a un petit côté psychologique intéressant. Par contre, bien évidemment, quand c'est une bougie M1, bon, les plus hauts, les plus bas M1, on s'en fout un peu. Alors ça, c'est la première critique de l'approche des chandeliers, c'est que plus on va sur des unités de temps basses et moins les chandeliers ne signifient quoi que ce soit. En fait, sur du M1, du TIC, etc., ça ne signifie juste que la situation pour laquelle qu'elle résume. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voyez ça en M1, ça veut juste dire que sur du 12 secondes, par exemple, il y a eu une tendance haussière 12 secondes qui est passée à la baisse. Bon, maintenant, est-ce que c'est intéressant, important ou pas? Je ne sais pas. 12 secondes, c'est pas non plus l'unité de temps qui va être la plus intéressante. Par contre, le fait de casser telle ou telle mèche, ça, pour être sûr, en une minute, on s'en fout complètement. Hein, que la bougie une minute casse la mèche précédente, on s'en fout. D'accord? Par contre, quand ça arrive en journalier, quand ça arrive en weekly, là, c'est intéressant. Quand ça arrive en 4 heures, bon, c'est un peu moins intéressant. Ok? C'est une des raisons pour lesquelles je suis pas un fan particulier des chandeliers japonais, parce que plus on va sur des unités de temps basses et moins c'est intéressant. Mais surtout, et je pense que c'est là l'une des pires choses, c'est que vous doutez bien que, à part sur les indices et les actions, sur les devises, étant donné que c'est un marché qui est ouvert 24 sur 24, il n'y a pas d'heure sur les devises. En fait, la bougie journalière de Paris, elle est légèrement différente de la bougie journalière de Londres. Et elles sont très différentes de la bougie journalière de New York, de Chicago ou de Tokyo, parce qu'on n'a pas les mêmes minuits. Donc une avalante parisienne, peut-être qu'en fait vous n'aurez rien à la clôture de Chicago, ou à la clôture ou à l'ouverture du Japon ou de l'Australie. Donc tout est très relatif. Donc au lieu de prêter des caractères pseudo-magiques au chandelier, juste intéressez-vous au fait que ça résume les unités de temps inférieures. Et c'est tout. Ok? Alors par opposition à la valente, vous avez également le harami ou la femme enceinte. Là, en général, on dit le bébé dans le dos aussi. C'est une femme avec un bébé dans le dos. Et là, c'est la femme enceinte.
Bon, cette figure, c'est l'inverse du retournement. C'est plutôt une pause dans le marché. Parce qu'en gros, vous avez un marché qui montait fortement, et puis tout d'un coup qui descend, mais qui fait pas grand-chose. Donc cette figure-là ne va pas nous intéresser. Alors pareil, quelques avalantes sur le graphique. Alors vous avez peut-être remarqué que je ne montre que les avalantes qui sont dans des sommets et des creux. Alors c'est facile parce que là, c'est après coup. Le problème, c'est que bien évidemment, en temps réel, lorsqu'on a une avalante, on ne sait pas si ça sera le sommet ou le creux. Donc tout ce que l'on va apprendre dans les leçons, ce sont des choses en fait qu'il faut marier entre elles. Par exemple, une avalante qui se situe sur un niveau de support, pour ceux qui utilisent indicateur, lorsque votre indicateur est en surachat sur vente, qu'il y a une news dans pas longtemps, etc., c'est important. Par contre, si vous remarquez une avalante ou je sais pas, une étoile du soir du matin en plein milieu d'un mouvement où il n'y a pas de niveau de support résistance, bon, on s'en foutra un tout petit peu. Ok? Donc il faudra marier toutes les connaissances que vous allez acquérir pour repérer les étoiles du matin, les étoiles du soir et les avalantes qui vont vraiment signifier quelque chose pour nous. Alors la dernière configuration que moi j'aime bien, ce sont les amas de bougies. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que les amas de bougies? Ce sont des bougies qui ont un corps qui est relativement petit, mais surtout qui est plus ou moins sur la même zone. Par exemple, ça ressemblerait à ça. Alors en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le marché sur l'unité temps inférieure n'arrive pas à vraiment évoluer. Qu'en gros, on fait tout le temps le même mouvement. Que donc, a priori, on n'est pas dans une tendance, mais plutôt dans une tendance neutre. Donc voilà, ça, ce sont les trois configurations qu'il faut vraiment retenir. Donc avalante, étoile du matin, étoile du soir, et les amas de bougies. Comme je vous l'ai dit, ça va nous servir à deux choses. Ça va nous servir à prendre des trades, et ça va nous servir à l'analyse lorsque l'on met en place un plan de trading. Alors, sans trop rentrer dans le détail, mais quand même en vous disant où est-ce que l'on va aller. Par exemple, donc ça c'est un graphique weekly. Donc, alors juste petite animation. Donc là, regardez, je vous ai représenté. Donc là c'est weekly et là c'est journalier. Donc on voit que cet amas de bougies, vous voyez, une bougie, deux bougies, trois bougies sur la même zone. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est ça. C'est une tendance neutre. Ici, regardez, vous avez un pendu avec donc l'étoile du soir. Ça monte, l'indécision et le revirement. Enfin, la belle baisse. Et donc, vous voyez bien que c'était une tendance haussière et ensuite une tendance baissière. Là, pareil, vous avez un amas de bougies. Et là, vous avez une avalante. Alors, à quoi ça va servir du coup pour le plan de trading? C'est simple. Quand on remarque, par exemple, un amas de bougies et qu'ensuite, il y a une bougie qui sort de cet amas, on sait que la semaine prochaine, il y a de fortes probabilités que la prochaine bougie soit blanche. Lorsque l'on a une étoile du soir, que l'on anticipe ou pas, parce qu'on peut en plus anticiper les formations, et qu'on a ensuite cette belle noire, on sait que la bougie suivante aura de fortes chances d'être noire également. Bon là, elle est blanche, mais bien évidemment, le plus important, le plus intéressant, c'est des statistiques, c'est-à-dire qu'en gros, c'est sur du long terme. En général, la bougie suivante est noire. Après, c'est là où les bougies suivantes. Là, quand on a cette avalante, en hebdomadaire, on sait que la semaine prochaine, la bougie sera en général blanche. Là, quand on sort de cet amas de bougies, après cette grande noire, on sait que la prochaine bougie aura plus de chances d'être noire. Alors, à quoi ça sert de savoir la gueule de la couleur de la bougie? Tout simplement, ça veut dire que si la semaine prochaine, on ne fait que des ventes ou que des achats, on a une bonne probabilité de faire un gain. Donc, par exemple, je sais que à la suite de ma bougie noire, la semaine suivante, je ne ferai que des ventes. Donc après, je vais dédier ma semaine. Donc vous vous rappelez, il y a le stratège, il y a l'analyste, il y a le trader. Donc là, en fait, qu'est-ce que ce serait? Le stratège, il dirait, je sais moi comment on fait pour trader une bougie noire. Une bougie noire weekly, je sais comment faire pour la trader. En fait, il faut regarder le D1 et le 4 heures, et puis il faut chercher telle chose, chercher des niveaux de rebond éventuels, etc., etc. L'analyste, donc lui, il va chercher une forte probabilité d'avoir une bougie, par exemple, noire, et il va dire, tiens, j'en ai repéré une, dis au trader la semaine prochaine de faire que des ventes. Et le trader, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher après des setups de trading pour tenter de faire des ventes.
Par exemple, de trader des retournements, des pullbacks, des Fibonacci si vous voulez trader les Fibonacci, etc. Par exemple, ça voudrait dire que dans la semaine-là de cette bougie-là, quelqu'un qui aimerait trader les Fibos, bah, il tracerait ces petits trucs de Fibo, et puis il ferait que des ventes, il s'interdirait de faire que des achats. Donc nous, on utilise beaucoup ça. On utilise beaucoup les chandeliers japonais pour les plans de la semaine prochaine. Alors c'est pas une théorie, hein, Kamel, c'est comme ça que fonctionnent les chandeliers japonais. Après, si tu parles du plan, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus ton unité de temps est élevée, et plus ça signifie quelque chose. Donc nous, en général, on regarde les chandeliers sur le weekly et maximum le journalier pour faire les plans du jour ou de la semaine. Alors, il n'y a pas que les chandeliers japonais, enfin si, j'exagère. En fait, il y a les chandeliers japonais, puis il y a les lignes et tout, mais il y a d'autres types de représentations. Alors, on va pas les creuser parce que petit 1, je les connais pas tous, et puis surtout, elles m'intéressent pas toutes. Mais vous avez les points et figures. Donc, si ça vous intéresse, creusez bien évidemment dessus. Vous avez les Enkinashi, qui est en fait une manière de moyenner le prix. En fait, c'est une représentation qui n'est pas exactement euh, vraie entre guillemets. C'est juste des moyennes des chandeliers japonais. Alors, vous voyez directement l'avantage. Ça permet de lisser. Vous voyez déjà les tendances haussières, tendances baissières, tendances haussières, tendances neutres, tendances haussières, etc. Vous avez les tree line break, enfin le free line break. Donc, je suis pas un grand fan du free line break. Le free line break, c'est une représentation assez particulière. Si on casse le plus bas des 3 dernières bougies, donc là, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, on crée une nouvelle bougie. Regardez, une bougie, 2 bougies, 3 bougies. On a cassé les plus bas de ces 3 derniers-là. Hop, on peut créer de nouvelles bougies. Alors là, ma préférée des 3 irait au Enkinashi. Si je pouvais vous recommander quelques petites recherches, intéressez-vous si vous voulez au Enkinashi. Alors après, il y a d'autres formes de représentation qui ont plutôt ma préférence. Il y a le Renko et le Constant Range Bar. Alors ma préférée, ma favorite de toutes, c'est vraiment le Constant Range Bar. Alors, comme je vous l'ai dit, l'an prochain, il y aura pas mal de webinaires et je vous ferai un webinaire entier dédié au Constant Range Bar ainsi qu'un webinaire entier dédié au Renko et puis au Enkinashi si ça vous intéresse. On va terminer par les volumes, ce qui est la dernière donnée pour nous permettre de savoir lire un graphique. Donc là, vous savez que les chandeliers représentent des situations sur des petites unités de temps. Vous savez qu'un chandelier représente une tendance. Vous savez qu'un chandelier peut représenter une hésitation, un mouvement franc. Vous savez que une série de chandeliers peut représenter des retournements de tendance, etc., etc. Donc quand vous regardez vos graphiques, vous pouvez savoir ça. Vous savez qu'il faut toujours regarder 2 unités de temps. Vous savez ce qu'est une unité de temps. Donc maintenant, on s'intéresse à la dernière donnée, les volumes. Alors, vous avez 2 types de volumes. Vous avez le plus classique, les volumes échangés par période. Donc, c'est ça. Donc ça, tout simplement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant cette période-là, rappelez-vous une période, hein, c'est en fonction de l'unité de temps choisie. Donc, imaginons là, c'est une période journalière. C'est-à-dire que les volumes échangés pendant cette journée-là ont représenté, par exemple, je sais pas, 3 volumes, enfin 3 barres, on a qu'à dire que c'est 3 millions. Les volumes échangés cette journée-là ont été de 3,5 millions. Les volumes échangés dans cette journée-là ont été de 3 millions. Sauf que là, c'est rouge. Ça veut dire que la majorité des volumes ont été plutôt enregistrés pour faire des ventes. Et ici, la majorité des volumes ont été faits pour faire des achats. Alors, il y a juste un tout petit souci avec comment ça s'appelle? Avec les volumes, c'est qu'on ne sait pas si ce sont les volumes entrés ou les volumes sortis. Par exemple, ici, je ne sais pas en fait si ce sont des volumes de sortie, donc des gens qui avaient vendu et qui ont racheté leur position, ou si ce sont des gens qui sont entrés. C'est-à-dire en gros, si ce sont des nouveaux arrivants ou des gens qui partent. C'est le seul problème que j'aurais avec ce type de représentation. Sinon, c'est une représentation qui est sympathique et qui nous permet d'apprendre plein de choses. Par exemple, après cette grande barre de volume, on voit qu'il y a moins de volume. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas eu, a priori, moins d'acheteurs avec la suite du mouvement et que donc il y a plus de chances que le mouvement s'arrête. Mais mon volume préféré, c'est le volume par niveau de prix. Et oui, parce que il y a donc le volume par période et puis surtout il y a le volume par niveau de prix. Alors le volume par niveau de prix, ils offrent une information qui est vraiment intéressante parce qu'ils vont nous permettre en fait de connaître les volumes qui ont été faits pour chaque prix. Alors pareil, on aura toujours le même souci, on ne sait pas si les volumes entrants sortants, mais au moins
ben, on voit quels ont été les prix qui ont vraiment été travaillés, pas travaillés, et ça peut nous permettre de mettre en exergue des zones où il y a eu peu d'échanges, et des pics, des zones où il y a eu beaucoup d'échanges. Alors attention, et entendons-nous bien sur la notion de volume, parce que le mot volume va vous donner une définition différente en fonction du marché que vous tradez. Alors volume sur les actions, sur les devis, sur les futurs, pardon, et tous les marchés centralisés. Un marché centralisé, c'est vrai que j'ai oublié de vous définir ça la dernière fois sur Forex. C'est un marché sur lequel toutes les transactions sont centralisées et il y a un organe qui s'appelle la chambre de compensation qui centralise toutes les transactions et qui dit voilà, il y a tant de nombre de transactions de tel volume et vous pouvez aussi avoir les plus ou moins l'identité des acheteurs-vendeurs. Donc, sur le Forex, c'est un marché décentralisé. Il n'y a pas enfin, il y a certaines places où il y a une chambre de compensation, mais c'est un marché décentralisé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a personne qui va vraiment vérifier le nombre de transactions. Et du coup, c'est un problème parce que sur le Forex, on n'a pas les vrais volumes en fait. Les seuls volumes que vous aurez, c'est les volumes qui sont fournis par votre broker. Et votre broker, il vous fournit soit les volumes qui sont traités via sa plateforme, mais en général, c'est plutôt les volumes qui sont traités via son agrégateur ou son prime broker ou peu importe d'où il peut obtenir les volumes. Donc sur le Forex, en fait, il y a deux types de volumes. Il y a les faux volumes, donc ceux de votre broker, et puis il y a les nombres de transactions, qu'on appelle ça les ticks. Alors les ticks, en fait, ça signifie plein de choses. Sur certains marchés, ça remplace le mot pipe. C'est le nombre de points. Tick, c'est également la définition du rafraîchissement. En gros, à chaque fois que le broker reçoit une nouvelle donnée, il rafraîchit votre plateforme. Par exemple, une nouvelle donnée, ça peut être une nouvelle position qui a été prise ou un nouveau niveau de prix qui est fourni par l'agrégateur. Et hop, il crée un nouveau tick. C'est pas parce qu'il y a un tick que il y a un mouvement. Hein. Il peut y avoir un nouveau tick, donc un nouveau rafraîchissement sans pour autant de mouvement. Et en fait, ce qui est affiché sur la plateforme Forex, c'est le nombre de transactions ou le nombre de rafraîchissements, donc le nombre de ticks, et non pas le volume. Donc faites bien attention, c'est-à-dire que sur le Forex, quand vous utilisez un indicateur qui représente le volume par niveau de prix, il va représenter le nombre d'échanges et de transactions qu'il y a eu. Ok, pas le volume, c'est important, hein, c'est pas pareil. Le nombre de transactions, c'est pas comme le volume. Mais bon, il n'en reste pas moins que c'est une information qui est assez intéressante, puisqu'elle nous permet de savoir, voilà, ça c'est une zone où il y a eu peu de volume, donc ce qu'on appellerait une zone d'aspiration. Alors, je vous ai mis quelques petits graphiques du DAX. Alors ça, c'est un mois de cotation sur le DAX. Donc on remarque quoi? On remarque qu'il y a deux pics, un en haut et un en bas, et un gros creux au milieu et un gros creux ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un marché en B. Parce que regardez, ça ressemble à un B. Alors, j'ai pas offert un cours sur les volumes par niveau de prix, il y aurait plein de choses à dire. Ceux que ça intéresse, vous pouvez taper Market Profile, Volume Profile, etc. sur Google. Donc, soit vous avez des marchés en B, soit vous avez des marchés en D, soit vous avez des marchés en P, etc., etc., etc. Bon, là, on est dans un marché qui apparemment reste dans la même zone de prix, et on a un marché en B. Donc, il y a beaucoup de transactions, enfin de volumes qui ont été échangés dans les parties supérieures, d'accord, inférieures ici. Et il y a eu très peu de volumes qui ont été échangés dans ces creux-là. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer d'assez tangible? On remarque que les grandes zones de volume, quand on regarde les graphiques, ça correspond aux endroits où il y a des accumulations de bougies, où en gros les marchés sont assez moches. Là où il y a peu de volume, on remarque que c'est là où il y a eu les violents mouvements. On remarque également qu'un mouvement violent répond à un autre mouvement violent. Et qu'en général, une zone où c'était le bordel, il y a une autre zone où ça a été le bordel. Alors c'est pas tout le temps le cas bien évidemment, mais c'est vrai qu'en général, à une zone qu'on pourrait dire aspiration répond une autre zone d'aspiration. C'est-à-dire qu'en gros, on remonte, combler un peu tout ça, et puis on va revenir là-haut, là il y avait de forts volumes. Alors ça c'est la même chose, mais en 2 mois. Donc on a toujours les mêmes zones. Hein. La première zone, elle était là-haut. Sauf que vous voyez, la zone s'est complètement étoffée. Regardez, hein. Cette zone-là, là, petite, eh ben elle s'est étoffée, elle est devenue comme ça. C'est-à-dire que dans cette zone-là,
il y a eu énormément de volumes qui ont continué à être échangés. Et regardez, les marchés dans cette zone-là ont toujours été soit rejetés, soit ont créé d'autres accumulations, donc d'autres mouvements un peu pourris. Et pareil en bas, la zone s'est énormément étoffée. Et regardez, c'est une zone qui soit a servi à des espèces d'ensemble de bougies, soit du coup à des grosses réactions. Par contre, on remarque que la zone qui était au milieu, alors même si elle est toujours un peu là, elle a été ce qu'on appelle comblée. Pourquoi? Parce que regardez, finalement, cette baisse-là, cette hausse-là, cette baisse-là ont été comblées par cette espèce d'énorme range qui est ici. Et donc là, on a un nouveau pic qui s'est mis en place. Là, vous avez la vision sur 3 mois. J'ai toujours gardé les mêmes niveaux que j'avais tracés en fonction du premier mois. Et vous remarquez que finalement, c'est ce qui a servi à chaque fois de niveau. Regardez, la zone supérieure continue encore à s'étoffer. Toute cette zone-là, avec des ranges, etc. Ensuite, regardez ici, là, très peu de volume. On a un gros creux, d'accord, qui correspond toujours à cette zone-là. Regardez, celle-là, on a d'immenses bougies. Immense bougie, immense bougie, immense bougie. Et là, vous n'avez pas la suite, mais il y a également immense bougie. Regardez. Immense bougie. Alors là, n'en parlons même pas. Du coup, à quoi ça nous servir tout ça? Eh ben, en fait, ça va justement également nous servir à nos différents scénarios. Par exemple, c'est vrai qu'en général, on ira d'une zone à une autre zone. Qu'en général, une zone où il n'y a eu aucun volume d'échanger, ou en tout cas, il y a une zone de creux, ben, en général, s'il y a un mouvement inverse, on va faire la même chose. Ok, donc ça pourra nous servir à savoir si on est proche ou éloigné du début du mouvement, etc., etc. Tout ce qu'on en a vu aujourd'hui, c'était juste apprendre à lire les graphiques. Donc maintenant, vous savez lire les chandeliers japonais. Vous savez que ça, c'est les volumes qui ont été échangés par bougie, donc par période, et que ça, ce sont les volumes qui ont été échangés par niveau de prix. Voilà, c'était un petit cours ce soir, mais peut-être que les plus débutants, vous avez appris maintenant ce qu'est un chandelier. Et puis j'ai cru voir que certains ont découvert ce que c'était que le CRB. Et pourtant, ça fait partie des classiques, le CRB. Et oui, c'est vrai que quand on mélange tout ce que l'on sait, le profil de marché, les chandeliers, les supports résistance, les cycles, etc., finalement, on a vraiment une vision parfaite un peu des mouvements. Et ça permet de faire quand même des bons scénarios. Constante, range, bar, C, R, B. Ça fait partie de la famille des constantes bar. Vous connaissez peut-être déjà le tick bar. C'est une représentation graphique avec 100 ticks par bougie, etc., etc. Vous connaissez peut-être le constant volume bar. Et là, c'est le constant range bar. C'est vraiment ma représentation favorite. Et je vous expliquerai bien plus tard comment c'est calculé. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est ça, oui, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de volatilité sur les CRB et les Renko. C'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre la semaine prochaine sur les cycles de la volatilité et puis là le temps, ça ne sera pas applicable ni sur le Renko ni sur le CRB parce que c'est des graphiques qui effacent littéralement la notion de temps et de volatilité. Et du coup, ça permet des stratégies sympas, ça permet de lisser les indicateurs, ça permet de faire des travaux plus intéressants sur les cycles directionnels. Bref. Alors, ce sont des chandeliers en fait. Mais si tu regardes bien, tu remarqueras que les chandeliers rouges n'ont pas de plus bas et que les chandeliers verts n'ont pas de plus haut. Et tu remarqueras également que les tracés des mouvements sont beaucoup plus réguliers, tout comme le Renko. Le tick, ça fait partie de la famille des constantes. Voilà, c'est partie des graphiques où la bougie, la condition pour créer une nouvelle bougie, ce n'est pas de changer de période, c'est-à-dire en gros une nouvelle heure et hop, on crée une nouvelle bougie. La condition sera plutôt des algorithmes. Par exemple, le tick, c'est après 100 ticks, je crée une nouvelle bougie. Après 180 ticks, je crée une nouvelle bougie. Alors non, justement, Ramsey, on en a parlé tout à l'heure. Les volumes, ça va dépendre de données que reçoit le broker de son fournisseur de liquidité, de son prime ou tout simplement du flux qu'il paye, quoi. Si c'est un dealing desk. Donc les volumes peuvent changer en fonction des brokers. Si tu veux faire une étude qualitative de ton broker, tu ouvres différentes plateformes sous MetaTrader de tes brokers et tu affiches le volume, donc en gros le nombre de ticks. Et tu remarqueras que tes mauvais brokers,
ils ont très peu de ticks par bougie, alors que en M1, tu fais ça en M1, alors que des bons brokers avec un bon flux, ils ont beaucoup plus de ticks par bougie. Donc tu remarqueras que du coup, bah voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes volumes. Ça peut avoir la même gueule, mais pas les mêmes volumes. Ouais, moi c'est ce que je vous conseille à Zulina. Alors après, voilà, n'oubliez pas que là, c'est une formation qui est gratuite, certes, mais une formation, c'est pas juste moi je parle et vous écoutez. Ah, là, vous allez juste avoir quelques connaissances, c'est tout. Non, une formation, c'est 50-50, c'est-à-dire que moi, je fournis un travail, mais vous devez fournir un travail. C'est un peu comme à l'école. Si je vous donne un cours, mais que vous faites pas vos devoirs à la maison, bon, ça sert à rien, quoi. Vous terminerez difficilement l'année. Donc là, moi, ce que je voulais proposer quelques exercices, je vous recommande vraiment de les faire. Exercice d'observation, remarquez les champs de japonais, entraînez-vous à remarquer les différentes configurations. Essayez de mettre deux graphiques l'un à côté de l'autre pour remarquer que, tiens, cette grande bougie verte, en fait, représente cette grande tendance sur le M5 ou, tiens, cette avalante H4 représente cet énorme revirement, je sais pas, en M1, etc., etc. Donc, entraînez-vous à ça. Utilisez beaucoup l'observation, la logique et l'esprit critique. Et puis, surtout, quoi, bossez votre acuité visuelle là-dessus. Où trouver les volumes, Kamel, ça dépend de ton broker, ça dépend de la plateforme. Si c'est une plateforme type MetaTrader, il faut que tu télécharges des indicateurs annexes, style market profile, volume profile, etc. Sur ProRealTime, tu les as pas, tu les as que pour les indices. Et les autres plateformes, je les connais pas malheureusement, donc je pourrais pas te dire. Bon, et ben s'il y a plus de questions, il y a plus qu'à vous dire à demain. Où là, on va un peu moins rigoler. Bonne soirée tout le monde.